Expédition britannique à l'Everest de 1953. La voie empruntée par les Britanniques en 1953 débute au niveau de la cascade de glace du Khumbu. Elle remonte jusqu'au Western CWM. Elle se poursuit sur la face du Lhotse, jusqu'à atteindre le col Sud, dépression neigeuse, à l'extrême droite, pour terminer sur l'arête Sudé. L'expédition britannique à l'Everest de 1953 est la 9e expédition d'alpinisme, qui a pour but d'atteindre le sommet de l'Everest, et la première qui le réussit officiellement. En effet, Edmund Hillary et Tenzing Norgay atteignent le sommet le 29 mai 1953. Dirigée par le général de brigade John Hunt, elle est organisée et financée par le Joint Himalayan Committee. La nouvelle du succès de l'expédition parvient à Londres, à temps pour être publiée le matin même du couronnement d'Élisabeth II, le 2 juin. Premières ascensions de l'Everest. Identifiée comme étant la montagne la plus haute au monde, dans les années 1850, l'Everest devient un sujet d'intérêt au cours de l'âge d'or de l'alpinisme, bien que son altitude soulève des questions quant au fait qu'il puisse un jour être gravi. En 1885, dans Above the Snow Line, Clinton Thomadan suggère qu'une ascension est peut-être possible. Des considérations pratiques, ainsi que la Première Guerre mondiale, empêchent toute tentative sérieuse jusque dans les années 1920. Interrogé sur les raisons qui le poussent à vouloir réaliser l'ascension de l'Everest, George Mallory répondra parce qu'il est là, en anglais, because he's there, une phrase qualifiée comme les 3 mots les plus célèbres de l'alpinisme. Mallory disparaîtra sur l'Everest durant l'expédition de 1924, et son sort demeure un mystère pendant 75 ans. La plupart des premières tentatives sur l'Everest sont réalisées du côté nord, tibétain, mais la révolution chinoise de 1949, et l'intervention militaire chinoise au Tibet qui s'ensuit, ont pour conséquence la fermeture de cette voie. Les alpinistes commencent à étudier une approche du côté népalais. L'expédition suisse de 1952 emprunte cette nouvelle voie et atteint une altitude d'environ 8595 mètres sur l'arête Sudé, établissant un nouveau record d'altitude. Commandement, préparation et entraînement. Hunt, un colonel de la British Army colonel, servait au grand quartier général des puissances alliées en Europe lorsqu'il est, à sa grande surprise, invité par le Joint Himalayan Committee d'Alpine Club, et par la Royal Geographical Society, à prendre la tête de l'expédition britannique à l'Everest de 1953. La responsabilité de l'expédition aurait dû échoir à Eric Shipton, ce dernier ayant mené l'expédition de reconnaissance depuis le Népal en 1951, ainsi que l'expédition britannique, au Choyuk de 1952, dont une grande partie des membres avaient été retenus pour celle de 1953. Cependant, le comité décide que l'expérience d'Hunt en matière de commandement militaire, ainsi que son expérience en tant que grimpeur, fournirait les meilleures chances de réussite à l'expédition. Les Britanniques sont soumis à une certaine pression, les Français ayant reçu l'autorisation de monter une expédition similaire en 1954, et les Suisses une autre en 1955, ce qui signifiait qu'en cas d'échec, les Britanniques n'auraient pas une autre chance de gravir l'Everest avant 1956 au plus tôt. Comme Shipton l'écrit dans une présentation devant le comité, le 28 juillet 1952. Mon aversion bien connue pour les grandes expéditions, et mon horreur d'un élément compétitif en alpinisme, pourrait bien sembler hors de propos dans la situation actuelle. Selon George Bond, cette déclaration scellera son sort. Plusieurs membres de l'expédition britannique, très fidèles à Shipton, se montrent mécontents qu'il ait été remplacé. Charles Evans, par exemple, déclarant a dit que Shipton n'avait pas un instinct de tueur, ce qui n'est pas une mauvaise chose à mon avis. Edmund Hillary fait également partie de ceux opposés au changement de direction, mais il finit par être conquis par la personnalité d'Hunt, et par son propre aveu que le changement avait été mal géré. George Bond donne raison rétrospectivement à Larry Rohan, le directeur et secrétaire de la Royal Geographical Society. Ils ont pris la bonne décision, mais de la pire des faits sont possibles. Hunt écrira plus tard que le Joint Himalayan Committee avait peiné à lever des fonds pour l'expédition.
l'une des tâches principales du Joint Himalayan Committee, en plus de celle de concevoir l'idée d'une expédition à l'Everest, de rechercher un soutien politique, de décider des questions d'organisation de la préparation, et de la financer. Seuls ceux qui ont eu ce soin peuvent pleinement apprécier le travail et l'angoisse de lever des fonds très substantiels, pour une entreprise de cette nature, inévitablement marquée dans l'esprit du public, par une succession d'échecs, sans aucune sécurité financière, si ce n'est celle assurée par les poches des membres du comité eux-mêmes. Le Western CWM, au-dessus de la cascade de glace du Khumbu. La face du Lhotse, centre droit, est gravie jusqu'au col sud, dépression, centre, l'arête sud est menant au sommet de l'Everest. L'entraînement des membres de l'expédition débute à Snowdonia au pays de Galles, en hiver. L'hôtel de Panigbri est utilisé comme camp de base, et l'équipe travaille ses techniques d'alpinisme sur les pentes de Snowdon et de Glidrow. Les bouteilles d'oxygène sont testées au Climbing Club Delhi, près de Kapel Curry. Les membres de l'expédition quittent l'Angleterre pour le Népal. Ils se rendent à Tilbury, Essex, où ils embarquent à bord du SS Stratton à destination de Bombay, le 12 février 1953, à l'exception de Tom Bourdillon, du Dr Griffith Pugh, et d'Hunt, qui souffre alors d'une infection de l'antre. Evans et Alfred Gregory, partis en éclaireur, avaient pris un vol pour Katmandou le 20 février. Hillary et Lowe rejoignent le Népal depuis la Nouvelle-Zélande, Lowe par la mer et Hillary par les airs, ces abeilles ayant besoin de soins à cette époque de l'année. Bien qu'un voyage par la mer soit moins cher, Hunt déclare que la principale raison de le choisir, plutôt qu'un voyage aérien, était la chance supplémentaire que la vie à bord d'un navire nous offrirait pour créer un esprit d'équipe dans des conditions idéales, sans inconfort, urgence, ni stress. À Katmandou, les membres de l'expédition sont accueillis par l'ambassadeur britannique, Christopher Summeray, qui leur aménage des chambres au sein de l'ambassade, aucun hôtel n'existant dans la ville à l'époque. Début mars, 20 Sherpas, sélectionnés par l'Himalayan Club, arrivent à Katmandou pour aider à transporter les charges jusqu'au Western CWM, et au col sud. Ils sont conduits par le Sirdar, Tenzing Norgay, dont c'était la 6e tentative d'ascension de l'Everest, et qui est alors, selon Bond, le grimpeur Sherpa le plus célèbre, et un alpiniste de classe mondiale. Bien que Tenzing se soit vu offrir un lit à l'ambassade, les Sherpas restants devaient dormir sur le sol du garage de l'ambassade. Ils urinent devant l'ambassade le lendemain, pour protester contre le manque de respect qu'on leur avait témoigné. L'expédition. Un premier groupe quitte Katmandou, avec 150 porteurs, en direction de l'Everest, le 10 mars, suivi d'un second groupe, accompagné de 200 porteurs, le lendemain 11 mars. Ils atteignent Tieng Bosch respectivement les 26 et 27 mars, et débutent le processus d'acclimatation en altitude, entre le 26 mars et le 17 avril. Hunt a prévu 2 assauts de 2 grimpeurs comprenant chacun une 3e et dernière tentative, si nécessaire, bien qu'après 2 assauts consécutifs, une attente de quelques jours serait nécessaire pour reprendre des forces et reconstituer les camps. Le plan des 2 premiers assauts est annoncé par Hunt le 7 mai. La première équipe d'assaut utilisant un système d'approvisionnement en oxygène en circuit clos, doit partir du camp 8, avec pour objectif d'atteindre le sommet sud, Tsutsumi, et si possible le sommet. Elle est composée de Tom Bourdillon et Charles Evans. Seul Bourdillon pouvait utiliser les dispositifs d'approvisionnement en oxygène expérimentaux. La deuxième équipe d'assaut, considérée comme la plus forte, est composée d'Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Elle doit débuter du camp 9, puis haut sur le col sud. La troisième équipe d'assaut serait le cas échéant, composée de Wilfried Ouassema-Iquar. Si l'expédition, du printemps, échouait, une tentative d'automne après le passage de la mousson serait entreprise, comme les Suisses l'avaient fait en 1952, le permis d'ascension étant valable pour toute l'année. Le camp de base. L'équipe Aisofol atteint le camp de base de l'Everest, 5455 mètres, le 12 avril 1953. Quelques jours sont ensuite consacrés, comme prévu, à l'établissement d'un itinéraire à travers la cascade de glace du Khumbu,
et une fois la voie ouverte, des équipes de Sherpas transportent des tonnes de matériel, jusqu'à la base. Assaut sur le sommet. Une série de camps avancés sont progressivement établis dans la montagne. Un camp 2 à 5900 mètres, est dressé par Yari, Bandilo le 15 avril, le camp 3 au sommet de la cascade de glace à 6200 mètres, le 22 avril, et le camp 4, camp de base avancé, à 6400 mètres, par Hunt, Bourdillon et Evans, le 1er mai. Les 3 hommes effectuent une reconnaissance préliminaire de la face du Lhotse, le 2 mai, et le camp 5 est établi à 6700 mètres, le 3 mai. Le 4 mai, Bourdillon et Evans, assistés de War et Willy, atteignent le camp 6 à 7000 mètres, sur la face du Lhotse, et un peu moins de 15 jours plus tard, le 17 mai, Wilfried Noisselot dresse le camp 7 à 7300 mètres. Le 21 mai, Noisset le Sherpa Anulu, le frère cadet de Tenzing, atteignent le col sud, à un peu en dessous des 7900 mètres. La première des 2 équipes d'assaut précédemment sélectionnées par Hunt, composée de Tom Bourdillon et Charles Evans, se met en marche vers le sommet le 26 mai. Ils réussissent la première ascension du sommet sud, à 8750 mètres à 13 heures, 100 mètres en dessous du sommet principal. Ils peuvent observer qu'entre le sommet sud et le sommet principal se trouve une fine crête de neige et de glace sur la roche, avec une formation rocheuse qui s'apparente à de grandes marches, plus tard baptisées Ressaut Yari. Avant de se mettre en marche, Evans a un problème avec une valve endommagée dans son dispositif d'approvisionnement en oxygène, qui prend plus d'1 heure à réparer, puis il grimpe à un rythme impressionnant de près de 300 mètres par heure. À 8500 mètres, au moment de changer les cartouches de chaussedée, Evans a un autre problème que Bourdillon ne parvient pas à résoudre. Evans poursuit, mais sa respiration devient laborieuse. Les 2 hommes sont contraints de faire demi-tour à 13h20, épuisés, affectés par le problème avec les dispositifs d'approvisionnement d'oxygène en circuit clos, et l'avancement de la journée. Le 27 mai, la 2e équipe d'assaut de l'expédition, composée d'Yari et Tenzing Norgay, se lance. Norgay avait auparavant atteint une altitude record sur l'Everest en tant que membre de l'expédition suisse de 1952. Il quitte le camp 9, à 6h30, atteignent le sommet sud à 9h, et le sommet principal à 11h30, le 29 mai 1953, en empruntant la voie passant par le col sud. Avant de redescendre, il reste au sommet assez longtemps, pour prendre des photos, enterrer des bonbons, et une petite croix dans la neige. Ils utilisent alors des dispositifs d'approvisionnement en oxygène en circuit ouvert. Après 10 minutes à prendre des photos au sommet, sans son dispositif, Yari se rend compte qu'il devenait plutôt maladroit et lent. En redescendant, les premiers mots d'Yari à destination de George Lowe sont « Well George, Wicknocket de Bastarov, eh bien, George, on se les fait ce salaud ». Stobar obtient de l'équipe descendante, qu'il ne donne aucune indication à ce communauté Westmacott, qui attendait anxieux au camp de base avancé, camp 4, jusqu'à ce que Stobar soit assez près d'eux, pour saisir sur la pellicule, l'émotion qui suivrait l'annonce de la nouvelle. L'annonce de la victoire. James Morris, le correspondant sur place du journal The Times, apprend la nouvelle au camp de base le 30 mai, et envoie un message codé par coursier à Nanj Bazar, où un émetteur sans fil est utilisé pour le transmettre, sous forme de télégramme, à l'ambassade britannique et à Katmandou. Le message codé de Morris à son journal est « Snow condition bad, stop, advanced base abandonned yesterday, stop, awaiting improvement, conditions d'enneigement mauvaise, stop, camp de base avancé abandonné hier, stop, attendons amélioration ». Snow condition bad était le code convenu pour signifier que le sommet avait été atteint, advance base abandonned, désigné à Yari, et awaiting improvement, faisait référence à Tenzing. Le message est initialement interprété à l'ambassade, comme signifiant que Bourdillon et Tenzing avaient atteint le sommet, mais l'erreur est corrigée avant la diffusion. Une autre source affirme que le message contenait la date réelle non codée abandonnée de mai 29 stop. Le message est reçu à Londres et interprété à temps, pour que la nouvelle soit publiée,
Par coïncidence, le matin du couronnement d'Élisabeth II, le 2 juin. La conquête de l'Everest est probablement la dernière grande nouvelle à avoir été livrée au monde par un coursier. Développement ultérieur. De retour à Katmandou quelques jours plus tard, les membres de l'expédition apprennent qu'Hillary a été nommé chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, et une technique bachelor pour leurs efforts. Le 22 juin, le gouvernement du Népal donne une réception en l'honneur des membres de l'expédition, au cours de laquelle la reine du pays remet à Tenzing la somme de 10 000 roupies, soit l'équivalent de 500 livres. Hillary et une reçoivent des cucuries dans des étuis ornés de bijoux, tandis que les autres membres ont reçu des boîtes de bijoux. Le même jour, le gouvernement indien annonce la création d'une nouvelle médaille d'or, destinée à récompenser la bravoure civile, sur le modèle de la médaille de George Hunt. Hillary et Tenzing en sont les premiers récipiendaires. Le 7 juin, il est annoncé que la reine Elisabeth II souhaite reconnaître la performance de Tenzing et, le 1er juillet, le 10 Downing Street annonce qu'après consultation des gouvernements de l'Inde et du Népal, la reine avait approuvé que la George Medal lui soit attribuée. Certains commentateurs voient cet honneur moindre comme le reflet du petit sectarisme de l'establishment britannique à l'époque, bien que de nombreux autres Indiens et Népalais aient déjà été anoblis, et il a été suggéré que le Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, aurait refusé que Norgay soit fait chevalier. Une anoblie en juillet 1953, à son retour à Londres. Les membres de l'expédition sont couverts d'honneur, ils reçoivent la médaille Hubbard de la National Geographic Society, qui n'avait jamais été remise à une équipe entière. Des médailles individuelles en bronze sont également frappées pour Hunt, Hillary et Tenzing, la Cullum Geographical Medal de la Société américaine de géographie, de Funday Medal de la Royal Geographical Society, la Lawrence Medal de la Royal Central Asian Society, et des diplômes honorifiques des universités d'Aberdeen, Durham et Londres. Dans la liste des New Year Honours de 1954, George Law est fait commandeur de l'ordre de l'Empire britannique pour sa participation à l'expédition. Les 37 membres de l'expédition reçoivent également la médaille du couronnement d'Elizabeth II, avec la mention Moon Everest Expedition, gravée sur la tranche. Le caméraman de l'expédition, Tom Stobar, produit un film intitulé The Conquest of Everest, qui paraît plus tard en 1953. Bien qu'Hillary et Tenzing aient présenté leur victoire comme étant le résultat d'un travail d'équipe de l'ensemble de l'expédition, une intense spéculation voit le jour quant à savoir lequel des deux hommes avait été le premier à mettre le pied au sommet de l'Everest. À Katmandou, une grande bannière fait son apparition, elle représente Tenzing tirant un Hillary, semi-conscient, vers le sommet. Tenzing mettra fin à la spéculation, en révélant dans son autobiographie Man of Everest, écrite en 1955, en affirmant qu'Hillary avait été le premier au sommet. Après cela, Hillary lui-même écrit qu'après l'ascension du dernier ressaut de 40 pieds, situé juste en dessous du sommet, je continuais, progressant régulièrement, surmontant bosse après bosse et corniche après corniche, impatient d'atteindre le sommet. Il semblait impossible à atteindre, et le temps manquait. Enfin, j'ai contourné l'arrière d'une grosse bosse supplémentaire, puis sur une corde serrée de Tenzing, j'ai grimpé une crête de neige douce, jusqu'à son sommet. Immédiatement, il était évident que nous avions atteint notre objectif. Il était 11h30, et nous étions au sommet de l'Everest. Apprenant le succès de l'expédition, Chiton commente, « Dieu merci, nous pouvons désormais nous concentrer sur de la vraie escalade. » Participants à l'expédition. Les participants à l'expédition ont été sélectionnés pour leurs compétences en alpinisme, ainsi que pour leur expertise dans un certain nombre de domaines. La contribution de Griffith Pugh est souvent sous-évaluée. Son travail permet d'améliorer l'hydratation et l'apport d'oxygène, indispensable à haute altitude. Ses idées et ses découvertes révolutionneront l'alpinisme, transformant l'attitude des grimpeurs vis-à-vis de l'oxygène, les vêtements qu'ils portaient, leur équipement, l'apport hydrique et l'acclimatation. Si la plupart des membres venaient du Royaume-Uni, ils provenaient également d'autres pays de l'Empire britannique,
et du Commonwealth. Une née en Inde. Les membres de l'expédition étaient accompagnés par Jean Morris, alors connu sous le nom de James Morris, le correspondant du journal The Times de Londres, et par 362 porteurs. De sorte que l'expédition a mobilisé plus de 400 hommes, dont 20 guides Sherpas, originaires du Tibet et du Népal.